Bienvenue sur l'école de Jean-Phi pour un chapitre sur l'ensemble des entiers naturels que je refais. Alors les prérequis, c'est la théorie des ensembles. Donc la théorie des ensembles, comme son nom le dit, elle porte sur les ensembles, tout est ensemble en fait. Il y a une relation d'appartenance, mais c'est entre ensemble. C'est-à-dire un ensemble appartient à un autre ensemble. Et on a vu qu'il y avait 8 axiomes qui nous permettaient de décrire un petit peu la collection des ensembles. Alors pour le moment, on n'a pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble vide. On sait qu'il existe un ensemble appelé vide. Et on sait qu'à partir des axiomes, avec les axiomes, on peut construire, à partir de cet ensemble vide, des ensembles de plus en plus grands. On va le voir d'ailleurs ici. Mais le premier ensemble intéressant qu'on va voir, c'est grand N, c'est celui qui permettra de dénombrer. Alors voilà comment on construit. On définit d'abord ce que c'est que le successeur d'un ensemble. On le note comme ça, et c'est A union le singleton qui contient A. Donc évidemment, comme A appartient à ce singleton, A va appartenir à S de A. Et comme A est inclus dans cette réunion, eh bien A est inclus dans S de A. Alors en fait, A, c'est une exclusion qui est stricte, c'est-à-dire que A est différent de S de A, parce que si A était égal à S de A, en fait, comme A appartient à S de A, si S de A était égal à A, on aurait A appartient à A. Or ça, c'est faux à cause de l'axiome de fondation. Alors les premiers éléments de N, il y a 0 qui est égal à vide, 1 qui est égal au successeur de vide, donc c'est vide union le singleton vide, donc comme c'est vide là, ça fait singleton vide, donc ça fait 0, le singleton 0, qui est différent du vide, donc 1 est différent de 0. De plus, 0 appartient à 1, d'accord? Et 0 est égal à vide, est inclus dans 1, soit 2 égale S de 1, donc 1 union 1, donc 0 union singleton 0 union singleton 1, donc ça va faire la paire 0, 1. Et 0 est différent de 1, donc ça c'est différent de 0, d'accord? Donc 2 est différent de 1. Et 2 est différent du vide, évidemment, donc 2 est différent de 0. Donc maintenant on a 3 éléments 2 à 2 distincts, 0, 1 et 2. 0 appartient à 2, 1 appartient à 2, c'est évident, 1 est inclus dans 2, parce que 1 c'est 0, il est inclus là-dedans, et 0 est inclus dans 1, qui implique donc que 0 est inclus dans 2. Bon, en fait, à chaque fois, on a A qui est inclus dans S de A. C'est pour ça qu'on a 1 inclus dans 2, 0 inclus dans 1. Voilà. Donc en fait, on a 0 inclus dans 1, inclus dans 2. On pose 3 égale S de 2, donc ça fait ça, donc ça fait ça, ça fait ça. Les 0, 1 et 2 sont distincts, donc 3 va être différent de 0. Bon, il est différent du vide, évidemment. Il est différent du singleton 0, il est différent de 0, 1 aussi, donc il est différent de 0, de 1 et de 2. Et de plus, 0 appartient à 3, 1 appartient à 3, 2 appartient à 3, 2 est inclus dans 3, d'après ce que je viens de dire là, A est inclus dans S de A. Et donc, comme 0 était inclus dans 1 et que 1 était inclus dans 2, on a tout ça. Voilà. Etc. Et c'est l'axiome de l'infini qui va nous permettre de dire qu'on peut répéter ça indéfiniment. L'axiome de l'infini nous dit quoi? On note E, la propriété qui porte sur les ensembles, et qui dit quoi? E de x est vérifié, donc si x est un ensemble bien sûr, que 0 appartient à x, et que à chaque fois que t appartient à x, son successeur appartient à x. Eh bien, l'axiome de l'infini dit qu'un tel ensemble existe. Alors je l'appelle A. Il ne dit pas que A est unique. Et on verra que A n'est pas forcément unique, bien sûr. On va construire un ensemble, qu'on va appeler N, inclus dans A,
et qui sera en fait la plus petite partie de A qui vérifie. Donc soit I, pour faire ça, donc on appelle I l'ensemble des I, donc ensemble, inclus partie de A, non, qui vérifie E de I. C'est un ensemble. C'est un ensemble parce que cette façon d'écrire là nous dit, avec un des axiomes, que c'est un ensemble. A est inclus dans A. Bon, ça c'est vrai. Et E de A est vrai. Donc je vois que A appartient à I et donc que I est différent de I. Eh bien je pose N égale l'intersection de tous les I appartenant à grand I. Alors 0 appartient à N. Pourquoi? Parce que 0 appartient à I, quel que soit I appartenant à I. D'après 0 appartient à I, quel que soit I appartenant à I. En effet, si je prends un élément de grand I, d'accord, il vérifie E de I. Et donc c'est pour ça, il est inclus dans A, et il vérifie E de I, donc 0 appartient à I. Donc 0 appartient à l'intersection des I appartenant à I. Donc 0 appartient à N, qui du coup n'est pas vide. E de N, montrons que E de N est vrai, parce que c'est ça qu'on veut en fait. On veut qu'à chaque fois qu'on ait un entier, on veut que 0 appartienne à N, et qu'à chaque fois qu'on a un entier naturel, son successeur soit dedans. Eh bien, soit un entier naturel. On vient de voir que 0 appartient à N, supposons que T appartient à N. Donc il appartient à tous les I. Donc il appartient à l'intersection des I. Quel que soit I appartenant à I est inclus dans A, et E de I est vrai. Donc T appartient à I implique que S de T appartient à I. On a donc T appartient à ça, qui implique que S de T appartient à I, et quel que soit I, et donc appartient à l'intersection des I, qui est N. On a donc 0 appartient à N, et T appartient à N implique S de T appartient à N. Donc E de N est vrai. Remarque, E de N est vrai et 0 appartient à N. Donc 1 appartient à N. Et là, je peux continuer. 1 appartient à N, donc 2 appartient à N, grâce à E de N. Donc 3 appartient à N. I appartient à I. Implique que I est inclus dans A. Donc l'intersection des I appartenant à I est inclus dans A. Donc le N qu'on vient de construire est inclus dans A. Propriété tout ensemble B, partie de A, qui vérifie E de B, contient N. Démonstration, on a E de B, donc 0 appartient à B, et si T appartient à B, alors S de T appartient à B. Et on sait qu'on a E de A. Donc finalement le 0 il appartient à A inter B, et je vois que si T appartient à A inter B, il vérifie S de T qui appartient à B et à A, donc à A inter B. Donc finalement j'ai E de A inter B qui est vrai. I c'est l'ensemble des X appartenant à P de A, vérifiant E de A. Alors A et B appartiennent à P de A. Donc A inter B appartient à P de A. Et il vérifie E de A inter B. Donc A inter B appartient à I. Et N, c'est l'intersection des I pour I appartenant à I. Donc en fait, si je prends I appartenant à I, je suis sûr que N est inclus dans I. Pardon. Donc comme A inter B appartient à I, je sais que N est inclus dans A inter B. Mais A inter B est inclus dans B. Donc je vois que N est inclus dans B, et c'est gagné. Conclusion, N est, pour l'inclusion, le plus petit ensemble qui vérifie la condition. Alors, le plus petit ensemble, il faut bien comprendre aussi qu'à la base, N est inclus dans un ensemble A dont on a admis l'existence. Il a été construit d'ailleurs à partir de l'existence, grâce à l'axiome de l'infini, d'un ensemble A qui vérifie E. Et N est donc inclus dans cet ensemble-là. À partir de là, on voit un théorème très important, le théorème de récurrence qu'on va utiliser très très souvent quand on travaille avec des ensembles qui sont dénombrables, comme grand N, ça on n'est pas rendu là. Si B est inclus dans N, et s'il vérifie ça, c'est-à-dire 0 appartient à B
et T appartient à B implique S de T appartient à B, c'est-à-dire A de B, alors B est égal à N. Bah, démonstration, B est inclus dans N, et N est inclus dans A, donc B est inclus dans A. De plus, B vérifie E de B, donc on est sûr que N est inclus dans B, mais d'après l'hypothèse B inclus dans N, donc on a B qui est égal à N. C'était vraiment très simple à démontrer. Autre formulation du théorème de récurrence, si P est une propriété qui porte sur des éléments de N, si P de 0 est vrai et si quel que soit T appartenant à N, P de T vrai implique P du successeur est vrai, alors P de T est vrai, quel que soit T appartenant à N. Démonstration, on considère l'ensemble B des T appartenant à N tel que P de T est vrai. Bon, il est inclus dans N, 0 appartient à B, parce que 0 appartient à N et que P de 0 est vrai, bien sûr. Donc, non, pardon, P de 0 est vrai par hypothèse. D'accord? Donc 0 appartient à B. Et enfin, si T appartient à B, alors S de T appartient à B. D'accord? Puisque on a vu que si T appartenait à B, P de S de T est vrai. Parce que P de T est vrai, et P de T implique P de S de T. Donc si T appartient à B, S de T va appartenir à B. Voilà. Parce que, au passage, T appartient à N, donc S de T appartient aussi à N. Donc on a bien S de T qui appartient à N, et P de S de T qui est vrai, donc ça veut dire que S de T appartient à B. Voilà, donc j'ai démontré que si T appartient à B, S de T appartient à B, et je savais que 0 appartenait à B. D'après ce qu'on a vu précédemment, on peut affirmer que B est égal à N. Et donc B est égal à N, ça veut dire que quel que soit T appartenant à N, P de T est vrai. Théorème, quel que soit M appartenant à N, M est égal à 0 ou 0 appartient à N. Démonstration, toujours par récurrence, avec B égale l'ensemble des N appartenant à N, tel que N égale 0 ou 0 appartient à N. 0 appartient à B. Ben, 0 appartient à B, puisque 0 égale 0, la tête à Toto. Si N appartient à B, alors N appartient à N, donc S de N appartient à N. Donc S de N appartient à N. Si N est égal à 0, alors S de N égale 1, et 1 c'est ça, donc 0 appartient bien à S de N. 0 appartient à S de N. D'accord? Avec S de N qui appartient à N, donc j'ai bien S de N qui appartient à B. Si 0 appartient à N, alors N, on sait qu'il est inclus dans S de N, donc 0 va appartenir à S de N. D'accord? 0 appartient à S de N, et on a dit que S de N appartenant à N. Donc là aussi, S de N appartient à B. On a donc B est inclus dans N, 0 appartient à B, et dès que N appartient à B, S de N appartient à B. Donc, d'après ce qu'on a vu avant, B est égal à N. Donc, quel que soit N appartenant à N, N égale 0 ou 0 appartient à N. Alors, il faut bien voir que c'est un ou exclusif, hein, celui-là, parce qu'évidemment, on n'a pas 0 qui... 0 n'appartient pas à 0. On n'a pas 0 appartient à 0. Pourquoi? Parce que 0, c'est l'ensemble vide. Quels que soient les entiers naturels M et N, M appartient à N implique que M est inclus ou égal à N. Démonstration par récurrence avec cet ensemble A, ensemble des N appartenant à N, tel que si M appartient à N et N appartient à N, alors M est inclus ou égal à N. C'est-à-dire, cette implication-là est vraie. 0 appartient à A, en effet 0 appartient à N, et M appartient à 0 qui est égal à vide est faux. Donc l'implication est vraie, puisque ça c'est faux. Supposons que N appartient à A, et montrons que S de N appartient à A. N appartient à A, donc N appartient à N, donc S de N appartient à N, soit M appartenant à N, tel que M appartient à S de N. S de N, c'est ça. Donc, ça veut dire que M appartient à N, que M appartient au singleton N.
M appartient au singleton N, ça implique que M est égal à N. Alors, N, comme N est inclus ou égal à S de N, et bien que M est égal à N, on aura M inclus ou égal à S de N. Si M maintenant appartient à N, alors M est inclus ou égal à N parce que N appartient à A. Donc, comme N est inclus ou égal à S de N, on va avoir M qui est inclus dans S de N. Donc dans les deux cas, on a ça. Donc si M appartient à A et que et si M appartient à N et M appartient à S de N, on vient de démontrer que M est inclus ou égal à S de N. Donc N appartient à A implique S de N appartient à A. Comme A est inclus ou égal dans N, à N. Comme 0 appartient à A, on en déduit puisqu'on a ça, et en utilisant le théorème de récurrence, que A est égal à N. Donc à chaque fois qu'on prend M et N dans N, on a bien M inclus ou égal à N. On va démontrer maintenant qu'on a toujours N qui n'appartient pas à N, quel que soit l'entier naturel N. On pourrait invoquer l'axiome de fondation, mais on peut le démontrer sans lui, en considérant A égale l'ensemble des N appartenant à N, N n'appartenant pas à N. Toujours la même chose, on a A inclus dans N, inclus au sens large, 0 n'appartient pas à 0 qui est égal à vide, 0 n'appartient pas à vide, donc 0 appartient à A, d'accord? Puisque 0 n'appartient pas à 0. Supposons que N appartienne à A, donc N n'appartient pas à N, et montrons que S de N appartient à A, c'est-à-dire montrons ça. Donc supposons le contraire. Donc ça voudrait dire que S de N appartient à N union N. Donc S de N appartient à N ou S de N appartient au singleton N. Si S de N appartient à N, alors comme N, S de N appartiennent à N, et on a vu que S de N, on a vu qu'à ce moment-là, S de N va être inclus ou égal à N. Mais N est inclus ou égal à S de N. Donc on va bien avoir N égale, N qui est coincé entre les deux, donc N va être égal à S de N. Voilà. Sinon, S de N appartient à N, donc S de N est égal à N. Donc dans tous les cas, on a S de N égale à N. On a donc N n'appartient pas à N, implique que S de N est égal à N. Donc, N égale, donc à ce moment-là, N union, donc N est égal à N union singleton N. Donc ça veut dire que le singleton N est inclus dans N. Et donc N appartient à N. Ce qui est faux parce que N appartient à A, donc N n'appartient pas à N. Donc on a fait une mauvaise supposition, donc ça c'était faux. Et une mauvaise hypothèse, oui, supposition. Donc, ça veut dire que si N appartient à A, alors S de N n'appartient pas à S de N. Donc, on voit que S de N appartient à A. On a A qui est inclus ou égal à N, 0 appartient à A, et N appartient à A implique S de N appartient à A. Donc, d'après le théorème de récurrence, A est égal à N, donc quel que soit N appartenant à N, N n'appartient pas à N. Conséquence, quel que soit N appartenant à N, eh bien le singleton N n'est pas inclus dans N. Et S de N est différent de N. Donc N est inclus strictement dans S de N. Démonstration, N n'appartient pas à N. Donc ça veut dire que ce singleton n'est pas inclus dans N. Et du coup, quand on fait N union N, eh bien ça va être différent de N, puisque ce singleton-là n'est pas dans N. Donc S de N est différent de N. Mais comme N était inclus ou égal à S de N, on obtient que N est inclus dans S de N. Remarque, si M et N appartiennent à N et que S de M est égal à S de N, alors M égale N. Démonstration, on a ça, donc ici on peut dire que M appartient à N ou ça, et ici on peut dire que N appartient à M ou ça. D'accord? Donc ça veut dire que M appartient à N ou que M est égal à N, et ça veut dire que N appartient à M ou que N est égal à M. Donc si on décompose ça, si on distribue, ça veut dire que M appartient à N et N appartient à M, ou M appartient à N et M égale N, ou M égale N et ça, ou M égale N, ou ça. Bon, et ça, pardon. Alors, en fait, dans tous les cas, on a M égale N, sauf dans le cas M appartient à N
M appartient à N et N appartient à N. Donc examinons ce cas. M appartient à N et N appartient à M. À ce moment-là, j'ai M qui est inclus dans N et N qui est inclus dans M. Alors ça voudrait dire que M est inclus strictement dans M. C'est impossible. D'accord? Et dans tous les autres cas, on a M égale N. Voilà. Donc ce cas-là est impossible, il reste les autres cas, M égale N. Ben, c'est ce qu'on voulait démontrer. Remarque, on a vu que si M et N sont des entiers naturels, M appartient à N implique que M est inclus ou égal à N. En fait, l'inclusion est stricte. Démonstration, donc on suppose ça, donc on a déjà ça. Supposons que M soit égal à N. Alors ça voudrait dire que M appartient à N, ce qui contredit le résultat précédent. Donc M est bien strictement inclus dans N. On a vu que 0, 1, 2 appartiennent à N, donc 1 et 2 appartiennent à N privé de 0, qui est donc non vide. On l'appelle N étoile. Antécédent, tout entier non nul est le successeur d'un unique entier. Ça veut dire que M, N est égal à S de M. Cet entier M est appelé antécédent de N. Démonstration de l'existence en supposant qu'il existe A appartenant à N étoile sans antécédent. On considère cet ensemble-là. 0 appartient à N, et 0 n'appartient pas à N étoile. Donc 0 est différent de A, puisque A appartient à N étoile. Donc 0 appartient bien à A, puisqu'il appartient à N et est différent de A. Supposons que N appartienne à A. Alors S de N appartient à N, et S de N est différent de A, puisque A n'a pas d'antécédent. Donc S de N appartient à A. A est inclus ou égal à N. 0 appartient à A. Et à chaque fois que N appartient à A, enfin cette implication-là est vraie. Donc, d'après le théorème de récurrence, A est égal à N. Ce qui est faux, parce que A appartient à N et A n'appartient pas à A. Donc, on a fait une mauvaise hypothèse. Donc, A a un antécédent, il existe M appartenant à N, tel que A est égal, alors je l'appelle N en fait, tel que A est égal à S de N. Bon. Unicité. Supposons qu'il y ait un autre antécédent, c'est-à-dire qu'on est S de M égale A. Alors on a S successeur de M égale successeur de N. Et là, on a vu que M est égal à N, d'où l'unicité. D'où le résultat. Si M et N appartiennent à N, alors M appartient à N équivaut à M strictement inclus dans N. Démonstration, on a déjà vu que ça impliquait ça. Il faut montrer maintenant que ça. Alors, on le fait par récurrence en utilisant E est égal à... C'est toujours la même chose. Hein. N, l'ensemble des N appartenant à N, tel que pour M appartenant à N, M inclus dans N, implique que M appartient à N. C'est-à-dire cette implication est vraie. Démonstration, 0 appartient à N, parce que si M appartient à N, M inclus dans 0, qui vaut le vide, est faux. Et donc ça, c'est vrai, cette implication. Donc 0 appartient à E. Soit N appartenant à E, il faut montrer que S de N, successeur de N, appartient à E. On suppose que M appartient à N. D'accord? Et que M est inclus dans S de N, qui est égal à ça. Voilà. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que M appartient à S de N. Alors maintenant, puisqu'on a ça, soit M est inclus dans N, soit M n'est pas inclus dans N. Alors si M est inclus dans N, alors M appartient à N. Pourquoi? Parce que N est inclus dans E. N appartient à E. Et donc comme N appartient à E, M appartient à N. Donc M appartient à S de N à ce moment-là, puisque M appartient à N et que N est inclus ou égal à S de N. En fait, on sait qu'il est même strictement inclus. Voilà. Donc on a ça. Alors maintenant, sinon, sinon c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe K appartenant à M K appartenant à M qui n'appartient pas à N. Mais M appartient à N, au successeur de N. D'accord?
M appartient au successeur de M, parce que voilà, c'est l'hypothèse. Donc il appartient à ça. Donc K, comme il appartient pas à N, il va appartenir à ça. Donc il va être égal à N. Et donc, comme K appartient à M, ça voudra dire que N appartient à M. D'accord? N appartient à M, donc N est inclus dans M. Donc N est inclus dans M, ça on l'a déjà démontré. Mais M est inclus dans N. Alors oui, parce que on était dans le cas... alors, M est inclus... Allez, M est inclus dans N, dans le successeur de N, voilà, qui est égal à ça. Donc, en fait, on a à la fois N qui est inclus dans M, et M qui est inclus dans ce truc-là. Donc, ça veut dire qu'il existe K appartenant à N, tel que, puisque l'instruction est stricte, qui n'appartient pas à N. Et donc, K va appartenir, et donc comme ce K il appartient à M, il appartient à ça. Donc comme il n'appartient pas à N, il appartient à ça. D'accord? Donc K est égal à N. Donc du coup, ça veut dire que K est égal à N, N appartient à M. Voilà. Donc N appartient à M. Donc l'ensemble singleton N est inclus ou égal à M. Mais N est inclus dans M. Donc comme lui aussi est inclus dans M, ça veut dire qu'on a ça. Sauf qu'on a ça. D'accord? Donc on a... comme on a ça, on en déduit finalement que N union le singleton N, d'accord, qui est inclus ou égal à M, mais N strictement là-dedans, et va être strictement inclus là-dedans, ce qui est impossible. Donc ça veut dire que on n'est pas dans ce cas-là, et donc ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, on a démontré que M appartenait à S de N. La conclusion de tout ça, c'est que si M appartient à N et que M est inclus dans S de N, alors M, qu'est-ce qu'on a démontré là? M appartient à S de N. Là, je me suis trompé, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si M appartient à N et que M est inclus dans S de N, oui, alors on vient de démontrer que M appartient à S de N. Voilà. Donc, finalement, j'ai E qui est inclus ou égal à N, hein, puisque les éléments de E sont des éléments de N. 0 appartient à E, on l'a démontré. Et quand N appartient à E, on vient de voir que ça impliquait que S de N appartenait aussi à E, parce qu'il vérifie bien ça. M inclus dans S de N implique M appartient à S de N. Donc, j'en déduis que E est égal à N d'après le théorème de récurrence. Et donc, puisque E est égal à N, j'en déduis que quel que soit N appartenant à N et quel que soit M appartenant à N, ça implique ça. Donc, on a tout démontré. Relation d'ordre dans N, pour AB appartenant à N, A inférieur ou égal à B, ça signifie A inclus ou égal à B. Donc équivaut à A inclus dans B ou A égale B. C'est une relation d'ordre, on appelle ça une relation d'ordre large dans N. Large par rapport à l'autre qui va suivre et qu'on appelle strict. Et qui, elle, n'est pas une relation d'ordre. A inférieur B équivaut à A inférieur ou égal à B et A différent de B. Qui équivaut à A inclus ou égal à B et A différent de B. Qui équivaut à A inclus dans B, ce qui équivaut à A appartient à B. Alors la première, c'est bien une relation d'ordre, elle est réflexive, antisymétrique, transitive. La deuxième, elle est juste transitive. Si AB appartient à N, A inférieur ou égal à B équivaut à A égale B ou A appartient à B, parce que c'est A inclus dans B, c'est A appartient à B. A inférieur à B équivaut à A inclus dans B équivaut à A appartient à B. On définit aussi supérieur ou égal et supérieur.
par A supérieur ou égal à B équivaut à B inférieur ou égal à A supérieur à B équivaut à B inférieur à A. Supérieur ou égal est une relation d'ordre large, hein, c'est évident. A supérieur à B équivaut à B équivaut à ça. Donc à B inférieur ou égal à A et A différent de B équivaut donc à A supérieur ou égal à B et A différent de B. D'accord? Voilà. Donc c'est une relation d'ordre 7. Si A et B appartiennent à N, A inclus dans B équivaut à S de A inclus ou égal à B. Donc A inférieur à B, parce que ça veut dire A inférieur à B, équivaut à S de A, et ça veut dire inférieur ou égal à B. Ou encore, A supérieur à B équivaut à A supérieur ou égal à S de B. C'est-à-dire qu'on échange, en fait, on échange A et B là-dedans. Voilà. Hein, si on échange, si A je l'appelle B, donc A supérieur à B, c'est pareil que B inférieur à A, d'accord? Et là, ça devient S de B inférieur ou égal à A. C'est bien le cas ici. Alors, ce qu'on va démontrer, donc, c'est ça. Le reste s'en déduit. Démonstration de cette équivalence, donc dans les deux sens. A inclus dans B, ça implique que A appartient à B. Donc, le singleton A est inclus ou égal à B. Donc, A va être inclus dans B et ça est inclus dans B. Donc, ça, c'est inclus dans ou égal à B. Donc, S de A est inclus ou égal à B. Et dans l'autre sens, S de A est inclus ou égal à B, ben, ça implique que ça est inclus ou égal à B, et donc ça implique que A est inclus ou égal à B, mais A est différent de B. D'accord? Mais pourquoi est-ce que A est différent de B? Parce que sinon, on aurait S de A inclus ou égal à A, ce qui est faux puisque A est inclus dans S de A. A et B appartenant à N. A inférieur ou égal à B équivaut à A appartient à S de B, successeur de B, équivaut à A inférieur à S de B. Et A inférieur à B équivaut à S de A inférieur ou égal à B. Démonstration. A inférieur ou égal à B, ça équivaut à A appartient à B ou A égale B. Donc équivaut à A appartient à B ou A appartient à cet angle, à ça. D'accord? Ce qui équivaut à A appartient à S de B, ce qui équivaut à A inférieur à S de B. Voilà. Et puis l'autre, A inférieur à B, ça équivaut à A inclus dans B, ce qui équivaut, on l'a déjà vu, à S de A inférieur ou égal à B, c'est-à-dire inclus ou égal à B, et donc ça équivaut à S de A inférieur ou égal à B. Quel que soit X appartenant à N. Alors, A est inférieur à S de A. A est inférieur à X implique S de A inférieur ou égal à X. Et donc de ça, on en déduit que S de A, c'est le plus petit entier supérieur à A. D'accord? Démonstration, A inclus dans S de A. A est inclus dans S de A. D'accord? Donc A est inférieur à S de A. Si A est inférieur à X, alors, on l'a vu avant, S de A est inférieur ou égal à X. D'accord? Et donc, on obtient bien ce résultat. Donc, on en déduit de ça que le plus petit entier supérieur à A, c'est S de A, parce qu'il est supérieur à A, et si un autre est supérieur à A, il est supérieur ou égal à S de A. Si A appartient à une étoile, et que j'appelle B, donc le prédécesseur, qui existe, qui est unique, alors B est inférieur à A. Et si X appartient à N, X inférieur à A implique que X est inférieur ou égal à B. Autrement dit, B, c'est le plus grand entier naturel inférieur à A. Il est inférieur à A, et si un autre est inférieur à A, eh bien, il est plus petit ou égal à B. Démonstration, A est égal à S de B. Donc B va être inférieur à A. Maintenant, si je prends X inférieur à A, eh bien, ça équivaut à dire que X est inférieur à S de B. Donc X est inférieur ou égal à B, d'après les propriétés qu'on a vues avant. D'où le résultat. Remarque que si A, B appartiennent à N, A inférieur ou égal à S de B équivaut à A inférieur ou égal à B
ou A égale S de B. Démonstration évidente, hein. Ça équivaut à dire ça, et ça, on a vu que ça équivalait à dire ça. Si A et X appartiennent à N, A inférieur à X inférieur ou égal à S de A implique que X égale S de A. A inférieur ou égal à X inférieur à S de A implique que X est égal à A. Démonstration. Pour le premier, A inférieur à X et X inférieur ou égal à A ou X égale S de A. Donc, ça veut dire que A est inférieur à X et X inférieur ou égal à A, ben ça c'est pas possible. Donc c'est A inférieur à X et X est égal à S de A. D'accord? Donc ça veut dire que X est égal à S de A. Et effectivement, ça marche bien, hein, parce que S de A est bien inférieur ou égal à S de A. En fait, ici, on pourra mettre une équivalence. La deuxième, hein, alors, autre démonstration, si A est inférieur à X, ça veut dire que A est inclus dans X, donc, comme, donc ça veut dire que X, il a plus d'éléments que A. Donc, quels éléments il a en plus? Ben, il existe T appartenant à X qui n'appartient pas à A, mais il appartient à S de A. Donc il n'appartient pas à A, donc il appartient à A. Donc ça veut dire que T va être égal à A. Et donc X va être égal à A plus l'élément qu'il a en plus, A. Donc ça fait S de A. Et puis pour le deuxième, ben, A est inférieur ou égal à X, et là X est inférieur ou égal à A. D'accord? Donc X est égal à A. Rappel, effectivement, si X est égal à A, ça marche bien. Là aussi, on pourrait mettre une équivalence. Alors, dans un élément E non vide muni d'une relation d'ordre, on dit que E admet un plus petit élément M. Alors, plus petit élément M, si M appartient à E, très important, et que dès que X appartient à E, il est supérieur ou égal à M. M est inférieur ou égal à X. On dit qu'il admet un plus grand élément grand M, si grand M appartient à E, là encore, et si X appartient à E, implique X inférieur ou égal à M. Si E a un plus petit élément, respectivement un plus grand, alors celui-ci est unique. Unicité donc du plus petit comme du plus grand. On va le démontrer pour le plus petit, on suppose qu'il y ait deux plus petits éléments, M et M'. Comme M est plus petit élément, eh bien M est inférieur ou égal à M' parce que M' appartient à E. Et comme M' est un plus petit élément, M' est inférieur ou égal à M parce que M appartient à E. Donc j'ai ça, et donc j'ai M égale M'. Idem pour plus grand élément. On remarque, 0 est le plus petit élément de N. En effet, 0 appartient à N, et 0 c'est vide qui est inclus ou égal à N, quel que soit N appartenant à N. Donc 0 est inférieur ou égal à N, quel que soit N appartenant à N. Majorant, minorant, c'est différent ça. A est une partie non vide de E, on dit que grand M il n'a pas besoin d'appartenir à A, il faut qu'il appartienne à E, respectivement petit m, est un majorant de A, respectivement un minorant, si X est inférieur ou égal à M, quel que soit X appartenant à A, respectivement M inférieur ou égal à X, quel que soit X appartenant à A. On dit que E est majoré, respectivement minoré, par M, respectivement M. Ah, évidemment, il apparaît clairement au niveau de la définition que A admet un plus grand élément si et seulement si A admet un majorant qui appartient à A. Voilà, c'est tout. Et que A a un plus petit élément si et seulement si A admet un minorant qui appartient à A. Bon, j'ai pas fait le cours là-dessus parce que j'ai déjà fait un chapitre sur toutes ces histoires-là. Il n'y a pas unicité du majorant et du minorant. Et je le rappelle, un ensemble n'a pas forcément... Alors un ensemble n'est pas forcément minoré ou majoré, et un ensemble n'admet pas forcément un plus petit ou un plus grand élément. Un autre résultat, si A et B sont deux entiers naturels, A inférieur ou égal à B équivaut à A plus inférieur ou égal à B plus. A inférieur à B équivaut à A plus inférieur à B plus. Démonstration, on sait que Y supérieur ou égal à X plus équivaut à Y supérieur à X. Donc B plus supérieur ou égal à A plus équivaut à B plus supérieur à A.
Et on sait aussi que x plus supérieur à y implique que x est supérieur ou égal à y. Donc ça va impliquer que b est supérieur ou égal à a. Donc a plus inférieur ou égal à b plus implique que a est inférieur ou égal à b. Réciproquement, si a est inférieur ou égal à b, alors b est égal à a ou b est supérieur à a. Donc b égale a ou b est supérieur ou égal à a plus. Si b égale a, alors b plus égale à a plus. Donc a plus est inférieur ou égal à b plus. Sinon, b est supérieur ou égal à a plus. Mais comme b plus est supérieur ou égal à b, b plus sera supérieur ou égal à a plus, donc a plus inférieur ou égal à b plus. Alors, en fait, si a inférieur à b, c'est le 2. A inférieur à b, ça implique que a est inférieur ou égal à b. Et donc a plus va être inférieur ou égal à b plus. Si a plus est égal à b plus, alors on sait que a est égal à b, ce qui n'est pas le cas. Donc a plus est inférieur à b plus. D'accord? Voilà. Donc ça, on a démontré ça dans ce sens. Alors maintenant, si a plus est inférieur à b plus, alors a plus est inférieur ou égal à b plus. Donc a est inférieur ou égal à b. J'utilise en fait ce qui a été fait avant. Si a est égal à b, alors a plus égale b plus, ce qui n'est pas le cas. Donc a est inférieur à b. Les relations inférieures ou égales, supérieures ou égales sont totales. Ça veut dire que si a, b appartiennent à n, soit on a ça, soit on a ça. Soit on a ça, soit on a ça. Plus précisément, on va montrer que soit on a ça, soit on a ça. Soit on a ça, soit on a ça. Et pour ça, on fait une récurrence sur b. Pour b égale 0, ben on a b inférieur ou égal à a. A est fixé quelconque, parce que 0 est toujours inférieur ou égal à a. Supposons que cette relation soit vraie, donc à l'ordre b, considérons b+. Si a n'est pas inférieur ou égal à b+, alors a n'est pas inférieur ou égal à b, puisque si a était inférieur ou égal à b, comme b est inférieur à b+, on aurait a inférieur ou égal à b+. Donc a n'est pas inférieur ou égal à b. D'après l'hypothèse de récurrence, si on n'a pas ça, c'est qu'on a ça. Donc b est inférieur ou égal à a. Mais a est différent de b, d'accord? Puisque si a est égal à b, ben b, lui, il est inférieur ou égal à b+. D'accord? Ou encore, a est différent de b, car a n'est pas inférieur ou égal à b. D'accord? Voilà, et sinon on aurait a inférieur ou égal à b. Donc en fait, b est inférieur à a. Voilà. Donc b est inférieur à a, et donc b+ est inférieur ou égal à a. Voilà. Donc c'est bien, on a bien démontré que si on n'a pas ça, on a ça. Donc on a ça ou ça. Donc il y a hérédité. C'est vrai à l'ordre, c'est vrai pour b+. Après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Et maintenant, pour la deuxième partie, bah, c'est évident, effectivement, parce que le deuxième est évident, parce que ça équivaut à ça, et que ça équivaut à ça. Alors le troisième, si A n'est pas inférieur ou égal à B, on a vu que B est inférieur ou égal à A, mais B est différent de A, puisque A n'est pas inférieur ou égal à B. Donc B est inférieur à A. Voilà. Petit 4, bah, si A n'est pas supérieur ou égal à B, alors B n'est pas inférieur ou égal à A, donc A est inférieur à B, donc B est supérieur à A, c'est évident. Remarque, j'aurais pu ne pas le mettre parce que c'est tellement évident. Si AB appartient à N, A inférieur ou égal à B, et A supérieur à B est impossible, parce que si c'était le cas, on aurait B inférieur à A, inférieur ou égal à B, et donc on aurait B inférieur à B, ce qui est faux, puisque B est égal à B. Un théorème très important, toute partie grand A non vide de N admet un plus petit élément. Supposons le contraire. Alors 0 n'appartient pas à A, parce que comme 0 est inférieur ou égal à N, quel que soit N appartenant à A, et que A est une partie de N, on aurait 0 inférieur ou égal à N, quel que soit N appartenant à A. Donc si O appartenait à A, il serait le plus petit élément. Et on a dit qu'il n'y en avait pas. On considère cet ensemble E, l'ensemble des N, tel que si K appartient à N et K inférieur ou égal à N, alors K n'appartient pas à A. 0 appartient à N, évidemment, et K inférieur ou égal à 0 implique K égale 0.
Ce qui implique que K n'appartient pas à A, puisqu'on a vu que 0 n'appartenait pas à A. D'accord? Donc on voit que 0 appartient à E. Soit n appartenant à E, montrons que son successeur appartient à E, donc on prend K inférieur ou égal à S de n. K est égal à S de n, ou K est inférieur ou égal à n. Dès que J appartient à n et que J est inférieur ou égal à n, alors J n'appartient pas à A, puisque n appartient à E. Donc si J appartient à A, il est supérieur à n. Donc il est supérieur ou égal à S de n. Donc si K est égal à S de n, alors S de n n'appartient pas à A. Pourquoi? Parce que sinon, S de n serait le plus petit élément de A. Il serait dans A, et puis en plus, on aurait ça. Donc ça serait le plus petit élément de A, et on a dit qu'il n'y avait pas de plus petit élément. Donc K est différent de S de n. Donc K est inférieur ou égal à n. Et donc, d'après la définition de E, et puisque n appartient à E, K n'appartient pas à A. Donc on se retrouve avec la chose suivante, si K appartient à n et qu'il est inférieur ou égal à S de n, alors il n'appartient pas à A. Donc S de n appartient à E. Après, il suffit de dérouler. 0 appartient à E, E est inclus dans n, et hérédité, n appartient à E implique S de n appartient à E. Donc d'après le théorème de récurrence, on a E égale n. Donc on a quel que soit n appartenant à n, K inférieur ou égal à n implique K n'appartient pas à A. En particulier, si K est égal à n, on voit que K égale n, donc n n'appartient pas à A. Quel que soit n appartenant à n. Donc A est vide, puisque c'est une partie de n, ce qui est faux, et donc on a fait une mauvaise hypothèse, et donc A a un plus petit élément. Un deuxième théorème très important, toute partie A non vide de n, mais cette fois-ci majorée, admet un plus grand élément. Démonstration, comme elle est majorée, il existe m appartenant à grand n, attention, tel que x appartient à A implique x inférieur ou égal à m, et on considère E l'ensemble des n appartenant à n, tel que x appartient à A implique x inférieur ou égal à n. Il est non vide parce que on voit que m appartient à E. Donc E admet un plus petit élément que j'appelle alpha. Si alpha est égal à 0, alors 0 appartient à E. Oui, parce que c'est un plus petit élément, donc le alpha il appartient à E. Attention, il faut bien voir ça. Donc x appartient à A implique que x est inférieur ou égal à 0, donc égal à 0, donc A est réduit à 0, et donc évidemment il y a un plus petit élément, A a un plus petit élément qui est 0. Un plus grand élément, pardon, et là il fallait mettre plus grand élément qui est 0. Si alpha est différent de 0, alors alpha a un prédécesseur bêta, donc inférieur à alpha, alpha appartient à E. Et x appartient à A, donc x est inférieur ou égal à alpha. D'accord? Ça vient de là. Bêta n'appartient pas à E, parce que bêta est inférieur à alpha et que alpha est le plus petit élément de E. Donc il existe t appartenant à A, t supérieur à bêta, tel que t est supérieur ou égal à tel que t est supérieur à bêta. Donc ça veut dire que t est supérieur ou égal à s bêta qui vaut alpha. Mais t appartient à A. D'accord? T appartient à A et alpha appartient à E. Donc t est inférieur ou égal à alpha, qui est égal à S bêta. Donc j'ai à la fois t qui est supérieur ou égal et inférieur ou égal à S bêta, donc il est égal à S bêta qui est égal à alpha. Mais comme t appartient à A, j'en déduis que, puisque t est égal à alpha, j'en déduis que alpha appartient à A. Je me retrouve donc avec alpha qui appartient à A, mais aussi avec x appartient à A, qui implique que x est inférieur ou égal à alpha. D'où je vois tout de suite que alpha est le plus grand élément de A. Un théorème très important qui va nous servir par la suite, bien sûr, et qui s'appelle le théorème de récurrence simple. Soit E, un ensemble non vide, A appartenant à E, F une application de E vers E. Alors, il existe une unique application U de N vers E, telle que U de 0 est égal à A, et si N appartient à N, alors U de N plus est égal à F de UN. Alors N plus, au lieu d'écrire S de N, on écrit N plus. C'est le successeur de N. La démonstration n'est pas immédiate, mais par contre le résultat il est simple à comprendre, c'est-à-dire U0 est égal à A,
U de 1 va être égal à f de U0, c'est-à-dire à f de A, et puis ensuite U de 2 va être égal à f de U de 1, etc. Donc on comprend bien que si on a le premier terme, on a tous les autres. Et ça, bon, après, il y a le etc., il est difficile à démontrer. Alors on comprend que derrière, il y a la construction de n et il y a en fait l'axiome de l'infini. Donc pour démontrer ça, on va utiliser évidemment le théorème de récurrence qu'on connaît déjà. Lemme 1, soit Q de n, la proposition qui dépend de l'entier n et qui dit que pour tout n, il existe, enfin, quand on se donne n, il existe une application U de 0n vers E, vérifiant U de 0 égale A, et pour k appartenant à 0n ouvert, eh bien, U de k plus est égal à f de U de k. Voilà. Et on va démontrer que si n appartient à n, Q de n est toujours vrai. Alors donc, vous avez compris qu'il y a une notation que j'introduis, c'est celle des intervalles dans n. Donc celui-là, c'est l'ensemble des n appartenant à n, compris entre A et B. Vide, non vide, parce que A et B appartiennent à ce segment. Là, c'est un segment ouvert. D'accord? Lui, il peut être vide. Il est vide si B est égal à A. C'est pareil pour celui-là. Et c'est même pire pour celui-là, parce que même si A est différent de B, ça peut être vide. Par exemple, l'intervalle 0, 1. D'accord? Alors, lemme 1, je viens d'en parler. La démonstration, si n est égal à 0, qui appartient bien à n, on prend cette application. Il n'y a plus que 0 là. Hein. Donc, c'est 0 donne A. Bon, K appartenant à 0, 0 ouvert, ça c'est vide. Donc, ça, dire que K appartient à vide, c'est faux. Donc, cette application-là est vraie. Donc, Q de 0 est vrai. Supposons que Q de n soit vrai, il faut démontrer que Q de n plus est vrai. Alors, soit V, l'application de 0n plus vers E, qui a K appartenant à 0n, donne Vk est égal à U de K. Donc on reprend celle dont on a supposé l'existence. On a supposé que c'était vrai. Et on pose V de n plus égale F de U de n. On a donc V de 0 égale U de 0, hein, puisque 0 appartient à ça, et pour K appartenant à 0n ouvert, V de K plus égale U de K plus, puisque K plus appartient à ça, égale F de U de K, égale F de V de K, puisque K appartient à ça. Et pour K égale N, V de K plus égale V de N plus, égale donc par définition F de U de N, qui est égal à F de V de N, puisque U de N est égal à V de N, puisque N appartient à ça. Donc, en fait, je vois que on a donc V de K plus qui est toujours égal à F de V de K, quel que soit K appartenant à 0n, c'est-à-dire 0n plus. Donc Q de n plus est vrai. Donc je viens de démontrer que Q de n implique Q de n plus. D'après le théorème de récurrence, Q de n est toujours vrai. Lemme 2, unicité de U. Pour n. Pour chaque n, il y a un unique U. Soit n appartenant à une étoile, supposons qu'il y en ait deux, U, V, de 0n vers E, vérifiant tous les deux U de 0 égale V0 égale A, et pour K appartenant à 0n ouvert, UK plus égale F de U de K, VK plus égale F de V de K. U différent de V, donc cet ensemble des K appartenant à 0n tel que U de K est différent de V de K est différent du vide. Partie non vide de n, donc il y a un plus petit élément J qui est non nul parce que U0, lui, il est égal à V0, est égal à A. Donc lui, il ne va pas appartenir à A. Donc J est dans différent de 0, il a un prédécesseur qui s'appelle I, J égale donc I plus, I est inférieur à J. Donc si je prends K appartenant à 0I, je suis sûr d'avoir, puisque I est inférieur à J, U de K égale V de K, parce que K n'appartient pas à cet ensemble. D'accord? Bon, maintenant, I appartient à 0J, hein, puisque I c'est le prédécesseur de J qui est inclus là-dedans. Donc U de I plus est égal à F de U de I. Et V de I plus est égal à F de V de I. Mais U de I est égal à V de I. Donc U de I plus égale V de I plus. Donc U de J est égal à V de J. Donc finalement on a bouté une contradiction parce que nous, on a supposé que J c'était le plus petit tel que c'était différent, ça. D'accord? Donc on a mal supposé, donc ça veut dire que U est égal à V. Alors ça c'était dans le cas n appartenant à une étoile, le résultat est évident si n est égal à 0, parce qu'à ce moment-là, la seule
application possible, c'est 0 donne A et 0 donne A pour U et pour V. Voilà. D'où le résultat, unicité. On note pour n appartenant à grand N, UN, l'unique application W de 0n vers E, vérifiant W de 0 égale A, et K appartenant à 0n implique que W de K plus égale F de W de K. Donc UN de 0 est égal à A, et pour K appartenant à 0n ouvert, UN de K plus égale F de UN de K. Lemme 3. Si U de n vers E vérifie U0 est égal à A, et n, et pour n appartenant à n, U de n plus égale F de UN, alors UN est égal à UN de n, quel que soit n appartenant à n. Démonstration, la restriction V de U à 0n, n appartenant à n, vérifie V de 0 égale A, et V de K plus est égal à F de VK, quel que soit K appartenant à 0n. Donc V, c'est forcément l'application UN, qui est unique, je le rappelle. Et on a donc U de n, qui est égal à V de n, qui est égal à UN de n, quel que soit n appartenant à n. Enfin, le dernier lemme, le lemme 4, l'application U qui a n appartenant à n envoie U de n est égal à UN de n, donc parfaitement défini puisque UN existe, vérifie les conditions du théorème, à savoir U de 0 est égal à A et U de n plus égale F de UN, quel que soit n appartenant à n. Démonstration, U0, eh bien U0 c'est l'application de ça vers E, donc elle envoie 0 en A, donc U0 est égal à U0 de 0 est égal à A, et si n appartenant à n, U de n plus, ben, U de n plus c'est UN plus de n plus, donc c'est F de UN plus de n, parce que n appartient à 0n plus. UN plus, c'est une application comme ça, mais on a vu avant que sa restriction à 0n, c'est cette application-là. Donc UN plus de n va être égal à UN de n, c'est-à-dire à U de n. Donc UN plus U de n plus va être égal à F de U de n. Voilà, quel que soit n appartenant à n. Donc ça remplit bien les conditions qu'on voulait. Et donc c'est bon. Et le lemme 3 nous a prouvé quoi en fait? Ben, il nous prouve qu'il n'y en a pas d'autre. Donc que c'est la seule. Donc on a bien le théorème, si F est une application de E vers E et A appartenant à E, il existe une unique application U. Alors je l'ai noté UA parce que alors c'est plus la même chose que UN, hein. C'est une autre notation. Parce que elle dépend de A. Hein, qui vérifie UA de 0, U de 0 est égal à A, et quel que soit n, U de n plus est égal à F de, donc là c'est UA de A. Voilà. Addition dans n, et bien maintenant on prend E égale n, A appartenant à n, donc, et on définit, on a l'application F, on est dans le cas particulier de l'application F qui a n associe n+, le successeur de n. Bah, il va exister une unique application UA de n vers n, vérifiant UA de 0 égale A, et pour n appartenant à n, UA de n plus est égal à UA de n, successeur de UA de n. Ce qui va permettre de construire l'application phi de n croix n vers n, qui a a n associe UA de n. Et elle vérifie quoi? Ben, elle vérifie forcément phi a de 0 égale UA de 0 égale A, et phi a de n plus égale UA de n plus est égal à UA au successeur de UA de n, d'accord? C'est-à-dire phi a de n plus, voilà, quel que soit a, n appartenant à n. Phi est l'unique application psi vérifiant psi de A0 égale A, et psi de AN plus égale psi de AN plus. Voilà. Alors pourquoi c'est unique? Parce que, supposons donc que psi existe, eh bien je définis VA qui a n associe psi de AN, on a VA de 0 égale A, et VA de n plus égale VA, égale VA de n plus. Ah oui, c'est ça. VA de n plus. Non, je l'ai bien fait. VA de n plus est égal à VA de n plus, quel que soit n appartenant à n.
Donc, je vois que VA est égal à UA, parce que UA, hein, je rappelle que UA, c'est la seule qui vérifie UA de N plus égale successeur de UA de N. D'accord? Donc ici, VA de N plus égale successeur de VA de N, quel que soit N, ça prouve que VA est égal à UA. Donc finalement, ce psi de AN, il est égal à VA de N, il est égal à UA de N, il est égal à phi de AN, quel que soit AN appartenant à N croix N. Donc je vois que psi est égal à phi. Voilà, ouf. Et bien maintenant, on peut définir l'addition entre l'entier A et l'entier N dans cet ordre, A plus N, et bien ça va être phi de AN. Et donc ça vérifie, A plus 0 est égal à A, et A plus successeur de N égale successeur de A plus N. L'addition, finalement, c'est ce qu'on appelle une loi interne, c'est-à-dire que l'application de N croix N dans N, donc il y a un entier. Elle vérifie, on le sait, A plus 0 est égal à A, et A plus N plus égale successeur de A plus N, quel que soit A et N. De plus, on va montrer que S de N, c'est-à-dire N plus, est égal à N plus 1, que l'application S qui a N associé N plus 1, c'est-à-dire N plus, bon, c'est une bijection, en fait, on sait déjà ça, dans une étoile. Et quel que soit x appartenant à n, n plus 0 égale 0 plus n égale n. La première, n plus 1, c'est n plus le successeur de 0, donc c'est le successeur de n plus 0, donc c'est bien n, puisque n plus 0 ça fait n, donc c'est le successeur de n. Voilà. La deuxième, c'est un truc qu'on sait que tout élément de n étoile est le successeur d'un unique entier naturel, donc là c'est bijective. On sait que n plus 0 est égal à n, il reste à démontrer 0 plus n égale n. On le fait par récurrence en considérant cette proposition. Alors n plus 0 est bien égal à n, donc p de 0, donc 0 plus 0 est égal à 0 la tête à toto, donc p de 0 est vrai. Supposons que p de n soit vrai, 0 plus n plus c'est le successeur de 0 plus n, et 0 plus n, on a supposé que c'était égal à n plus 0, 0 plus n, ça fait n. Donc c'est le successeur de n. Voilà. Puisque p de n est vrai. Donc p de n plus est vrai, donc p est héréditaire, donc c'est toujours vrai. Quel que soit n appartenant à n, 1 plus n est égal à n plus 1. Démonstration en considérant aussi cette proposition. Bon, 1 plus 0 c'est égal à 1, et 0 plus 1 aussi. Donc p de 0 est vrai, supposons p de n vrai. 1 plus n plus c'est 1 plus n, c'est le successeur de 1 plus n. Donc, et 1 plus n, c'est égal à n plus 1. Donc c'est le successeur de n plus 1. Donc ça fait n plus 1 plus 1. Mais n plus 1, c'est le successeur de n. Donc ça fait n plus plus 1. Donc p de n plus est vrai, donc hérédité, théorème de récurrence, nous dit que c'est toujours vrai. Associativité. Alors on fixe AB, et puis on prend cette position qui dit que ça c'est vrai pour C. Bon, c'est vrai pour 0, A plus B plus 0, c'est A plus B, donc c'est A plus B plus 0, donc c'est vrai. Supposons que P de C est vrai, considérons A plus B plus C plus, donc c'est le successeur de A plus B plus C. Mais lui, comme P de C est vrai, c'est égal à ça. Donc c'est A plus le successeur de B plus C. Le successeur de B plus C, c'est B plus C plus. Donc c'est A plus... Et bien donc c'est tout simplement terminé. Donc P de C plus est vrai, donc hérédité, donc toujours vrai par le théorème de récurrence. Commutativité, pareil, par récurrence sur B. En prenant ça, A plus 0 c'est égal à A, c'est égal à 0 plus A, donc P de 0 est vrai. Supposons que P de n soit vrai. Alors, c'est pas P de n, hein, c'est en fait P de B, mais c'est pas grave. Et donc, ça nous fait A plus B plus. C'est le successeur de A plus B, ça on sait. Et comme A plus B est égal à B plus A, parce que P de B est vrai, ça fait B de A plus A plus. Donc B plus A plus 1. Donc B plus A plus 1, associativité. Donc B plus 1 plus A. Parce que ça, on a démontré qu'A plus 1 égale A plus 1 égale 1 plus 1. Et ça, en associativité, ça fait B plus 1 plus A.
c'est-à-dire B plus A. Donc, P de P plus est vrai. Hérédité, théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Quel que soit ABX, A plus X égale B plus X implique A égale B. Donc, évidemment, grâce à la commutativité, si X plus A est égal à X plus B, bon, on a ça, donc on a aussi A égale B. Donc, on fait une récurrence là sur X en prenant cette proposition. Bah, A plus 0 égale B plus 0, bah, ça donne directement A égale B. Donc, P de 0 est vrai, supposons P de N vrai. A plus X plus successeur de X égale B plus successeur de X, ça donne que successeur de A plus X égale successeur de B plus X. Mais la succession est bijective, donc A plus X va être égal à B plus X. Donc, comme on a supposé P de X vrai, supposons P de X vrai, eh bien, on va obtenir que A est égal à B. Donc, P de X plus est vrai. Hérédité, théorème de récurrence, c'est donc toujours. Remarque, on a vu que pour tout ABC appartenant à N, on a l'associativité. Mais en fait, on a aussi toutes ces égalités-là. D'accord? Où on voit que finalement, on peut faire les opérations dans l'ordre que l'on veut. Alors, on obtient ça en utilisant associativité et commutativité. Par exemple, je démontre celle-là. A plus B plus C, je peux l'écrire grâce à la commutativité comme ça. Puis l'associativité comme ça. Puis en échangeant A et C, commutativité. Puis associativité. D'accord? Et à ce moment-là, je vois que c'est égal à B plus C plus A et à B plus C plus A. Voilà. Pour les autres, c'est pareil. Donc il arrivera à tort que l'on écrive A plus B plus C au lieu de l'une quelconque des expressions précédentes. Cela signifie qu'en fait, on n'a pas besoin de savoir dans quel ordre on fait les opérations. De toute façon, ça donne toujours la même chose. Soit A, un entier naturel non nul. Alors A plus B est différent de 0, quel que soit B appartenant à N. Démonstration. A est différent de 0, donc il admet un prédécesseur P, donc A égale P plus. A plus B va être égal à P plus B égale B plus P plus égale successeur de B plus P. Donc il appartient à une étoile, donc A plus B est différent de 0. Évidemment, si B plus A, si j'ai la même chose avec B plus A, d'accord? Si A appartient à une étoile, B plus A qui est égal à A plus B va lui aussi être différent de 0. Si ABX appartiennent à N, on a A plus X supérieur ou égal à A plus X égale B implique B supérieur ou égal à A, X différent de 0 implique A plus X supérieur à A, et X différent de 0 implique B supérieur à A. Démonstration, on prend cette proposition-là qui nous dit que A plus X supérieur ou égal à A. C'est le cas de 0, parce que A plus 0 égale A supérieur ou égal à A. Donc P de 0 est vrai. Supposons P de X vrai. A plus X plus, c'est le successeur de A plus X, et A plus X, donc il va être supérieur à A plus X, et comme on a supposé P de X, A plus X est supérieur ou égal à A. Donc A plus X plus va être supérieur à A, donc supérieur ou égal à A, va être supérieur à A. Voilà. Donc c'est héréditaire. Voilà. Donc d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Petit 2, A plus X est égal à B. On a vu que A plus X est supérieur ou égal à A, donc B est supérieur ou égal à A. Il n'y a rien à dire là, c'est vite fait. 3, A plus X supérieur ou égal à A. Soit si X est différent de 0, X a un prédécesseur. X égale P plus. Donc à ce moment-là, A plus X est égal à A plus P plus égale successeur de A plus P, et A plus B est supérieur ou égal à A plus P. Donc on a ça, et donc on va obtenir ça. A plus X supérieur à A. Enfin, 4, si X est différent de 0, A plus X supérieur à A, donc B qui est égal à A plus X va être supérieur à A. Théorème. Si A, B appartiennent à N, alors A inférieur ou égal à B, si et seulement s'il existe un X unique appartenant à N, tel que A plus X est égal à B. Et A avec un A inférieur à B, on a la même chose, sauf que X est différent de 0. Alors la réciproque, il existe X tel que A plus X égale B, ça implique ça. Et puis ici, ça a déjà été vu donc pour les deux. Donc on va aller dans l'autre sens. Pour 1, on remarque que si, donc on suppose ça, si A est égal à B, on prend X égale 0, A plus 0 est égal à B. D'accord?
Et donc ça y est, on a trouvé notre x. Donc il reste juste à étudier ce cas-là. Donc en fait, on se place ici. D'accord? Donc soit E, l'ensemble des x appartenant à n, tel que a plus x inférieur ou égal à b. Comme a plus 0 est égal à a inférieur à b, on a a plus 0, voilà, a plus 0 inférieur ou égal à b. Donc 0 appartient à E, qui n'est donc pas vide. Hein, donc c'est une partie non vide de n. De plus, quand x appartient à E, a plus x est inférieur ou égal à b. Mais x est inférieur ou égal à plus x. Donc x est inférieur ou égal à a plus x et donc inférieur ou égal à b. Donc b est un majorant de E, parce que quand x appartient à E, x est inférieur ou égal à b. Donc E, qui est une partie non vide majorée de n, eh bien, admet un plus grand élément alpha, qui évidemment, comme il est dans E, vérifie a plus alpha inférieur ou égal à b. Si a plus alpha est inférieur strictement, alors on a a plus alpha plus égale successeur d'a plus alpha, qui va être inférieur. Le successeur, il va être inférieur ou égal à b. D'accord? Donc alpha plus appartient à E, ce qui est impossible, puisque alpha est le plus grand élément de E, et que alpha plus est supérieur à alpha. Donc a plus alpha est égal à b. D'accord? Donc ça y est, on a trouvé un x. Hein. A plus alpha est égal à b. D'où le résultat. D'accord? Oui, parce que là, j'avais supposé A plus alpha inférieur à B. Je savais que A plus alpha était inférieur ou égal à B. Je viens de voir que A plus alpha n'est pas inférieur à B, si vous voulez. Hein, il n'est pas inférieur à B. Donc, il est égal à B, et donc j'ai trouvé un x qui convient. Voilà. Et il est clair que alpha est différent de 0. Pourquoi il est différent de 0? Parce que A n'est pas égal à B, vu que A est inférieur à B. Bon, ça y est. On a tout démontré, il reste l'unicité dans les deux cas. Alors, on va supposer, on sait déjà que A plus alpha est égal à B. Alors dans le cas où A est égal à 0, dans le cas où A était égal à B, c'était alpha égal à 0, mais peu importe. Hein. Supposons que A plus x soit égal à B. C'est valable pour tous les cas. À ce moment-là, A plus alpha est égal à A plus x. Et ça, on a déjà vu qu'alors x était égal à alpha, donc on a bien l'unicité du x.